Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue à ce numéro spécial de Messages à caractère informatique depuis Devox Maroc. On est le 3 octobre 2024 et aujourd'hui je vais voir avec moi plein d'invités. Le premier d'entre eux c'est Olivier. Olivier Le Plus. Bonjour Olivier. Bonjour Horacio. C'est la première fois que tu participes au Massi, non? Au podcast? Ouais. Bah écoute, bienvenue. Je te laisse te présenter pour que les gens sachent qui tu es. Eh ben, je m'appelle Olivier. Je suis développeur advocate chez AWS. Je suis développeur JavaScript, gros background JavaScript, front et back. Maintenant, aujourd'hui, JavaScript, ça se fait partout. Je suis aussi Google Developer Expert en techno-web. Et puis voilà, gros passionné de développement. Et puis content d'être à Marrakech aujourd'hui, malgré les 38 degrés à l'ombre, je pense. Et voilà, pour moi, un petit peu. Ce n'est pas ton premier Devox Maroc, non? Non, c'est le premier à Marrakech. J'en ai fait 2 à Agadir, qui étaient bien sympas. D'ailleurs, pour parler à chaque fois de développement web, une fois c'était sur comment développer sur les foldable devices, donc les téléphones qui se plient. C'était il y a 2 ans je crois, ouais. Quand c'était à peine un concept. C'est ça. Ah bah les nouvelles API étaient encore en draft. C'était même pas les dernières, donc pas celles qu'il y a actuellement. Et ça marchait que derrière un flag. Enfin, c'était un petit peu galère. Et l'année dernière, on a fait un talk sur CSS, sur plein de nouvelles API en CSS qui sont arrivées. Et avec énormément de démos à chaque fois, bien fun. Et cette année, tu vas parler de quoi? C'est 2024. On va parler de Guess. Je sais pas, intelligence artificielle? GenAI, effectivement. On va parler avec Johan, mon co-speaker, qui est aussi invité. Qui sera là tout à l'heure, en effet. Voilà. Et du coup, je vais spoiler, je vais tout dire et Johan n'aura plus rien à dire. Comme ça, il va devoir se débrouiller. En fait, il nous regarde pendant qu'on enregistre et on sait la peur dans son Il est en regard. train de la regarder, il transpire encore plus malgré la chaleur. Non, on va parler effectivement de GenAI et de comment évaluer, comparer et tester tes modèles. Oh, intéressant. Ouais, non, c'est... Ça s'éloigne un peu de tes talks habituels autour des fronts, des navigateurs et tout. Ça s'éloigne complètement. Mais Il part dans des territoires inconnus. non, c'est vrai que de par... dans notre métier, finalement, en tant que développeur advocate, on est un peu à cheval entre... J'ai ma techno qui est le JavaScript, donc je parle quand même beaucoup de GenAI, comment l'intégrer dans les applications web et avec le SDK JavaScript, etc. Et c'est vrai que GenAI, aujourd'hui, on ne peut pas y couper, que ce soit sur les outils de développement, dans les IDE, etc., ou que ce soit par les API directement de GenAI. Donc, on ne peut pas trop y couper. Et plutôt que de refaire un énième talk sur comment appeler ton modèle, etc., effectivement, avec Yoel, l'idée, c'était de faire un sujet sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est comment est-ce que je peux comparer des modèles entre eux, les évaluer, faire en sorte qu'il y ait des nouvelles versions, il n'y a pas de il n'y a pas de problème de régression, que les tests marchent toujours, etc. Et c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé. Comment tu mets tes tests de LLM dans ta CI/CD? Intéressant. Et donc, pour continuer avec la question qu'on a posée hier à tout le monde, parce que tout le monde parle de IA, toi, par rapport à la IA, tu te places plutôt comme les personnes optimistes sur ce que la IA va porter ou pessimistes ou entre les deux? Comment est-ce que c'est ton rapport à l'IA, justement? Moi, je suis plutôt optimiste quand il y a une nouvelle techno. Enfin, au final, les gens qui ne s'appelaient pas, ils ne sont pas obligés d'utiliser. Donc, c'est comme toute techno, finalement. Si les gens l'utilisent, ça aide des gens, c'est bien. Si les gens ça les aide pas, tant pis, ils l'utilisent pas. On ne force pas les gens à l'utiliser. Et ce fantasme-là de que dans quelques années, la IA va remplacer tous les développeurs, tu n'es... Non mais alors là-dessus, j'ai pas de forte conviction, mais j'ai un avis qui est changeant. Disons qu'au début, je suis arrivé, je fais non, mais ça n'a jamais remplacé les développeurs. Puis après, tu vois le truc, je fais en fait, c'est quand même pas mal. Hein. Puis après, tu fais ouais, mais non, mais ça ira jamais aussi loin. Puis là, tu commences à... L'autre jour, je testais un outil qui s'appelle V0 par Svelte, et où tu rentres un prompt et ça fait toute ton application. Et ils ont des exemples où ça te refait carrément le notepad, même Paint avec un prompt. Et là, tu fais ouais, non, c'est quand même un petit peu flippant. Et même si aujourd'hui, je vois pas GenAI remplacer notre métier, ce qui me fait dire que j'ai pas de conviction forte, c'est que ça évolue à une vitesse qui est assez impressionnante. Genre, regardez, avec Johan, ChatGPT, ça a 22 mois, moins de 2 ans. Il y a 2 ans tout pile, ChatGPT, ça n'existait pas. Et donc ça a évolué. Et depuis, on a vu plein de nouvelles versions. On a vu pareil de la génération d'images qui arrivait même après et qui aujourd'hui est quand même déjà pas mal.
création de vidéos. Enfin, ça évolue à une vitesse. On verra dans 5 ans, 10 ans. J'espère que mon métier disparaîtra pas, personnellement. Peut-être il y aura d'autres types de développeurs à base de prompts et de retoucher les codes derrière. Mais après, on en parlait l'autre jour avec des collègues, c'est une avancée technologique qui... on en a eu d'autres avant des avancées technologiques finalement. C'est un peu comme si on avait dit, avec Internet, effectivement, pareil, on n'aurait plus besoin d'aller à l'école parce que tout sera sur Internet ou c'est la mort des livres. Enfin, finalement, moi, la première fois que j'ai appris à coder, j'avais un bouquin. Il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait pas Internet. Ça Si. montre son âge, malgré l'air jeune et tout. Il n'est pas beaucoup plus jeune que moi. Ouais, j'avais quoi. pas Internet. Mais le premier abonnement que j'ai eu, c'était un 20h Wanadu et puis tous les CD Free et Liberty Surf à côté. Et donc, moi, mon premier code, je l'ai recopié d'un bouquin pour faire de l'HTML. Et Internet est arrivé. Finalement, ça n'a pas fait disparaître les développeurs. On ne s'est pas dit, maintenant, il y a accès à des plateformes, etc. Donc, voilà, c'est encore une nouvelle avancée technologique. On verra ce que ça apporte. Mais bon. Ça va, pour l'instant, presque tous les intervenants qu'on a eus ont un peu le même avis. Plutôt optimiste et plutôt, on va voir, mais On verra. Enfin, c'est difficile de... Il y a tellement de gens qui se sont trompés en donnant des prédictions sur la tech que je ne m'avancerai pas à faire des prédictions là-dessus. bon, et sinon, sur cette Box Maroc, déjà, est-ce que tu as fait ta petite liste de talks que tu as envie d'aller voir, ou tu as vu des talks intéressants hier, ou tu as passé ton temps dans les salles comme tous les développeurs advocates de Frel de la place? Non, alors j'ai été voir les 3 keynotes. Et après, plutôt comme tous les développeurs avocats de la place, j'ai préparé mon talk qui est après-demain. C'est vrai. Ça va, moi je l'ai fini hier soir, je suis tranquille, c'est à 14h aujourd'hui, donc... Ah non, nous, avec Yoann, on vit pas au même endroit, on travaille pas dans la même boîte. Donc effectivement, là, il y a les derniers ajustements sur les slides, sur les démos, beaucoup de démos. Donc on bosse sur ça, là. Donc j'ai pas trop été... Enfin, j'ai vu les 3 keynotes, mais j'ai pas vu... Si, j'ai été voir le talk de Maha sur le management. Où elle a parlé de sa transition de software engineer à software manager. Très intéressant. Nickel, bon, bah, inoltre qu'il faudra donner le lien quand on publiera le podcast. Bon, bah, nickel. Et sinon, par rapport à DevOps Maroc et l'ambiance et tout, qu'est-ce que tu penses de la con? C'est la 3e fois. Alors le lieu est différent. Ça reste quand même un super lieu. On passe de Agadir à Marrakech. On va pas, malgré les températures de 38 degrés, c'est un peu difficile. Mais non, la conférence très sympa. Il y a énormément de talks. Je ne me rappelle pas qu'il y avait autant de talks l'année d'avant. Donc plusieurs petites salles, mais beaucoup de speakers et talks en parallèle. Et puis les discussions comme à beaucoup de conférences qui sont géniales. Moi, j'habite en France, donc c'est vrai que je rencontre beaucoup de fois les mêmes personnes dans les confs en France. C'est toujours sympa de venir une fois par an à Marrakech, au Maroc, rencontrer un peu l'écosystème local, les communautés locales, voir les gens ici. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes ici qui viennent en conférence, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les conférences. Et du coup, toujours intéressant. On découvre des choses au Maroc. Les gens ils nous parlent de startups qui font des choses qui, chez nous, sont déjà bien établies. On a déjà des startups qui font ça. Ici, ils sont en train de les monter. Enfin, les problématiques sont bien différentes et c'est toujours intéressant. J'aime bien. Je reviendrai s'il me laisse revenir. Nickel. Bon, bah, merci beaucoup. J'espère que tu reviendras aussi à notre podcast, Thomasy, pour faire un épisode plus long. Mais Avec plaisir. voilà. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue à un message à caractère informatique spécial de Vox Maroc. On est toujours le 3 octobre 2024 et... Johan, qu'est-ce que tu fais par ici? Mais c'était Olivier il y a un moment, tu es un peu son complément de conférences habituelles. On peut dire ça. C'est vrai qu'on a pas mal d'expériences de talk ensemble, tous les deux. C'est la première fois que tu fais un Massy, non? Hein? C'est la première fois que tu es dans notre podcast, non? C'est la première fois, je crois. Bah, nickel. J'espère que c'est pas la dernière. Déjà, tu peux te présenter et raconter qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es venu ici, même si là, on a déjà spoilé. Alors, moi, c'est Johan Lassorsa. Du coup, je travaille en tant que développeur advocate chez Microsoft. Je suis spécialisé côté JavaScript, plutôt full stack, autant côté back que côté front. Comme beaucoup de monde, ce sera pas une surprise. Je fais la techno du moment, hein, pour pas la nommer.
Et aujourd'hui, je suis là parce que on a un talk avec Olivier, du coup, qui parle De la encore une techno fois, de de la moment, techno du on y moment, reviendra. mais sur un angle un petit peu différent. Nickel. Et là, donc, c'est un développeur advocate de chez Microsoft qui fait un talk avec un développeur advocate de chez AWS dans un podcast fait par un développeur advocate de chez Clever Cloud. Moi, je trouve ça magnifique, que j'imagine que certains de notre public vont se dire, mais ils sont un peu bardiaux, non? Ils bossent pour des compagnies qui n'ont rien à voir, et ils sont là à se taper la discute et à promotionner publiquement les talks des autres et ce que les autres font. C'est un peu la magie de notre métier, non? Je trouve qu'avant, dans développeur advocate, il y a développeurs et on est tous des développeurs et on fait ce métier parce qu'on aime ce qu'on fait, on a envie d'apprendre et quelque part, c'est autour de ça qu'on se retrouve. Finalement, derrière, la techno, c'est la curiosité de plus, c'est ce qui va nous pousser, mais on a la même envie derrière, donc c'est pas déconnant finalement de se retrouver ensemble comme ça. Mais je trouve ça vraiment excellent. Hier, on avait des développeurs advocates qui travaillaient pour des trucs de Google Cloud. Tout à l'heure, j'espère avoir un des développeurs advocates de Google. C'est cette idée-là que dans Developer Relations, il y a ce côté Relations qui permet vraiment de créer une communauté. Ça va très bien aussi avec l'idée d'une conférence communautaire comme DevOps Maroc, dans laquelle les gens de différentes boîtes sont là à partager ce qu'ils font. C'est ça qui est bien, à chaque fois quand on va dans des conférences, on rencontre du public différent. Après, la société, c'est jamais la première question qu'on pose, c'est plutôt sur quelle techno tu bosses, c'est quoi tes problématiques, quels sont tes sujets intéressants du moment, et c'est comme ça que ça démarre. Et ce que je trouve super intéressant d'aller dans une conférence comme DevOps Maroc, c'est que finalement, on retrouve un contexte qu'on n'a pas forcément chez nous. Je pourrais dire la même chose dans n'importe quel autre pays, mais je trouve que le fait que justement on a un contexte local avec des startups qui sont sur des problématiques qu'on n'a pas forcément chez nous, ça permet de découvrir tout un contexte en fait qu'on connaît pas et de voir les choses des fois sous un autre angle aussi, parce que ne serait-ce que à l'hôtel, la connexion internet c'est un peu pourri. C'est là où on se rend compte que notre web app est pas optimisée ou des choses comme ça. On qu'on est habitué à qu'Internet c'est partout et qu'il n'y a pas, effectivement. Et ouais, ça permet de voir les choses différemment, quoi. Les 3 mégas de payload de son application React, dans certains contextes, c'est pas forcément idéal. Moi, j'avais préparé une petite app pour scanner les batchs, une petite web app pour scanner les batchs dans le Scan Clever. En fait, on ne l'a pas pu l'utiliser parce que la connexion n'est pas assez fiable. Ah, c'est ça. Et l'idée, tiens, j'aurais dû préparer un truc offline sur le téléphone. Bueno, mais c'est... Ça fait réfléchir. Et c'est ça qui est bien, je trouve, c'est que finalement, dans notre métier, si on veut toucher le développeur, il faut aussi comprendre comment ça marche. Donc, on a tous notre expérience. Mais dans relation, il faut discuter avec les autres pour comprendre les expériences des autres et qu'est-ce qui manque. Je trouve, c'est toujours dans l'idée un peu d'agrandir son cercle. Autant de compétences que de relations. Hein. Et donc, comme Olivier nous a fait le spoil, vous allez parler d'intelligence artificielle. Vous allez parler de comment évaluer les différents LLM, si j'ai bien compris. C'est ça. L'idée du talk en fait est née d'une problématique un peu très bête et méchante. C'est que, alors j'imagine Olivier c'est pareil. On a fait pas mal d'expérimentations pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça marche, comment s'y met et quelles sont un peu les limites de ce qu'on peut faire avec. Mais on arrive toujours au même problème du genre, c'est bien, on parle de prompt engineering, on parle de super modèles, on a des modèles qui sortent toutes les semaines. J'ai encore dû mettre à jour les slides il y a 2 jours parce qu'il y a eu des nouvelles annonces de modèles. Et au final, la question c'est, moi ce que j'ai surtout constaté, c'est que je suis dans mon appli, c'est génial, il y a de nouveaux modèles, on t'annonce GPT 4 au truc, tu testes, et tu fais mais pourquoi mes résultats ils sont pas aussi bien qu'avec l'ancienne version du modèle, ou pourquoi quand je fais mon prompt, ça marchait vachement bien avec l'ancienne version du modèle. Maintenant, il faut que je change des trucs. Et surtout, comment on vérifie ça un peu, pas empiriquement, parce que c'est facile de dire au doigt mouillé. Alors, j'ai fait 3 tests et j'ai eu des bons résultats. Et puis après, les retours qu'on a de la prod, c'est pas ça. Les différences que tu trouves entre les différents grands modèles, entre un ChatGPT, un Mistral, un Gemini et un Claude, que c'est les 4 que j'utilise le plus, des fois, tu te dis, pour ce type de choses, ça marche mieux celui-là, pour cet autre, mais oui, mais c'est doigt mouillé. En tout cas, dans mon cas, ça reste doigt mouillé. Et donc, vous proposez une méthodologie pour essayer de...
Bah, et trouver. l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre déjà comment on peut comparer plusieurs modèles pour essayer d'avoir un truc pas empirique, mais plutôt un résultat basé sur on peut reproduire ça. Un peu moins de doigts mouillés. Voilà, alors. un peu doigt moins mouillé. Et puis justement, pour après, les modèles évoluent, ils peuvent évoluer dans notre appli. Comment déjà on peut faire en sorte que quand il y a une nouvelle mise à jour, on peut vérifier de manière par des tests que effectivement on y gagne quelque chose ou vaut mieux qu'on reste sur la version actuelle. Que ça reste pertinent pour ton appli, quoi. Ou même quand la problématique classique du dev, on a une nouvelle fonctionnalité, paf, on rajoute, on modifie notre prompt. Est-ce qu'on n'a pas pété toute l'appli au passage? Comment on vérifie ça aussi? Comment on fait de la non-reg? Mais c'est vraiment des choses que dans d'autres secteurs de dev, on sait très acquis. Pour l'LLM, c'est parmi les premières fois que j'entends cette idée-là on va essayer de systématiser et pouvoir faire quelque chose d'équivalent à un test de non-régression, quoi. C'est marrant, c'est qu'on en discutait hier avec Olivier justement. Il y a un concept qui est que dès que c'est pas du code, finalement, on teste pas, quoi. Mais c'est ça. Et pourtant, de plus en plus de monde l'utilise dans les applis. Donc si on veut que ça soit fiable, une démarche comme la vôtre, c'est intéressante. Et on pourrait faire le parallèle aussi parce que j'ai aussi un petit background de développeur front. Et c'était un peu la même chose. C'est finalement, on fait du design, du CSS, ça se teste pas, quoi. C'est graphique, quoi. On va pas tester les pixels, hein. Mais en fait, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est pas du code qu'il n'y a pas un intérêt à tester les choses. Et combien de fois j'ai vu des applis partir en prod où il y a 3 lignes de CSS qui ont été changées, mais l'appli était complètement pétée à cause de ça. Donc voilà, c'est un peu aussi de casser cette idée qu'il n'y a que le code qui doit être testé et puis le reste, ça passe à la trappe, quoi. Et en tant que développeur, toi, dans tes applis et tout, tu utilises de façon assez quotidienne, disons, la IA. Alors j'utilise énormément et puis comme j'ai de la chance de bosser aussi pour une boîte qui a été un peu pionnière là-dedans, j'utilise depuis même avant ChatGPT, on avait les copilotes depuis les premières bêtas qui n'étaient pas publiques, donc j'ai pu un peu m'habituer à voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas et personnellement j'aurais vraiment du mal à m'en passer aujourd'hui. Et non, je trouve que ça apporte vraiment un plus dans le quotidien de développeur, surtout sur certaines tâches finalement qu'on n'a pas envie de faire, des fois juste des trucs de reformatage ou juste d'aller chercher la doc pour une fonction qu'on a déjà fait 50 fois mais qu'on n'arrive jamais à se souvenir ou des choses comme ça, quoi. Ou documenter ces fonctions que tu viens d'écrire et que tu as vraiment la flemme de documenter. C'est ça, ou même des fois quand on revient dans son code qu'on a fait il y a 6 mois à l'arrache parce qu'on avait une démo à une conf et qu'on se souvient plus du tout comment il marchait. ChatGPT, explique-moi qu'est-ce que j'ai voulu faire là. Exactement. Et même des fois pour expliquer son propre code, c'est génial. C'est pas qui m'avait dit hier que c'est un peu comme un deuxième cerveau que tu as à côté sur lequel tu peux t'appuyer. C'est ça, moi j'aime bien, c'est vraiment cette idée, alors pour pas faire un peu de branding derrière, mais l'idée de pair programmer en fait avec son IA, de se dire que en fait finalement c'est des fois on a tendance à aller des fois déranger son collègue, alors j'étais dedans donc ça me dérange pas qu'on me le fasse à l'inverse, mais un peu pour rien, surtout quand on débute, on pose des questions pour comprendre comment l'appli marche ou des fois une question techno-con et on se dit le collègue qui est à côté c'est bon, on pose la question, on aura plus vite fait que de chercher sur Google et en fait là ce coup-ci on peut éviter de déranger son collègue quand même pas mal de fois parce que on peut avoir la réponse et faire C'est ça un peu avec... comme un Stack Overflow plus. C'est quoi. ça. La différence, c'est que Stack Overflow, souvent, tu as des trucs qui ressemblent. Et souvent, la méthode du on copie-colle et puis ça marche pas. Et puis, il faut essayer d'un peu de réadapter à son contexte. Là, pour le coup, il y a vraiment le contexte et il y a vraiment des fois... La différence, c'est que par contre, il faut vraiment tester ce qui sort parce que des fois, il a inventé un peu des API ou des trucs comme ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'expérimenter et d'apprendre. Enfin, finalement, c'est comme n'importe quel autre techno. C'est un outil, il faut apprendre à le connaître et jouer un peu avec pour connaître un peu les limites et voir sur quelle partie ça fait gagner du temps et sur quelle partie on a plus vite fait d'écrire du code que d'un prompt, quoi. Donc toi, tu es plutôt optimiste sur ce que la IA va nous apporter ou tu as quand même des doutes? Comment est-ce que tu te places par rapport à ce que l'IA va apporter déjà à notre métier sur le moyen terme, mais aussi à la société? Alors moi, je suis plutôt optimiste. Pour moi, l'IA, comme beaucoup de techno, finalement, c'est un outil, on part d'une page vierge. Ça ouvre pas mal de possibilités. Moi, j'ai commencé à bosser notamment dans le domaine de l'accessibilité quand j'ai démarré, justement à bosser avec des personnes aveugles et malvoyantes. Et pour le coup, avec ce que nous apportent les IA aujourd'hui et les modèles de vision, c'est quelque part révolutionnaire. Ça, en termes de potentiel de changement, tu parlais de changement de société, pour ces personnes-là, le fait de se dire, justement, on est perdu dans la rue, on ne sait pas ce qu'on a en face de nous, on peut avoir des modèles de vision qui te décrivent ce que tu as autour de toi,
finalement avoir des yeux enfin quelque chose qui remplace un peu tes yeux, ou même en termes de gain de temps. Enfin, on parlait de gain de temps pour les développeurs aussi. Moi, j'ai vu justement comment les malvoyants, par exemple, se baladaient sur des pages web. On va passer outre les problèmes d'accessibilité, voilà, autres, mais des fois juste pour chercher un bouton, savoir où est-ce qu'il est le bouton, je sais pas, pour mettre dans son panier, pour acheter, faut aller se balader et un peu partout dans l'écran, et on perd plein de temps. Avec une IA, on peut avoir un truc qui nous dit, bah tiens, je veux, je sais pas, acheter tel article sur telle page, trouve-moi cette info-là dans la page web. On peut avoir cette interaction-là, et je trouve que ça a un potentiel juste énorme sur certains aspects. Alors forcément, il y a aussi tout ce qu'on peut faire en bien en général. On peut le faire aussi en mal. Donc, quelque part, je trouve que c'est pas notre rôle finalement d'essayer de se dire faut pas y aller parce que ça pourrait être mal utilisé. Ça reste un outil. Pour moi, l'outil est génial. Faut chercher un peu les limites. Chercher la limite, ça implique aussi de voir justement que oula, il y a des trucs, faudrait peut-être bloquer pour pas qu'on puisse faire des trucs qui pourraient, voilà, genre tout ce qui est autour de fake news, on est déjà dedans. Ça existait déjà avant. Peut-être que ça amplifie le problème. Peut-être qu'aussi ça va amener d'autres problématiques et une autre façon de consommer les news, peut-être de se poser plus la question de l'esprit critique qu'on avait peut-être moins avant parce que c'était plus camouflé. Je trouve qu'en fait, dans tous les cas, ça va pousser une évolution. Bien ou mal, c'est pas la techno. La techno, elle est neutre par définition. C'est ce qu'on en fait, quoi. C'est un outil. Un marteau, c'est très bien. Tu peux planter des clous comme tu peux le mettre dans la tête de ton voisin. Bon, voilà, c'est moins fun, mais. Si planter des clous en ce moment, mais je suis complètement d'accord. Ouais, je retape une maison, hein, bon. je parle d'un truc, voilà, du contexte. Mais il y a des fois, ouais, j'ai plus envie de le mettre dans le mur parce que ça m'énerve. Mais non, voilà, c'est pas l'outil en soi qui est bon ou mauvais, c'est vraiment ce qu'on en fait derrière. Bon, alors, Devox Maroc, c'est la première fois que tu viens? Non, tu es déjà venu d'autres années? J'étais venu l'année dernière à Agadir, donc le lieu change. Par contre, première fois à Marrakech. Très sympa, toujours population, on est super bien accueillis. Si on compare à d'autres Devox que je connais, c'est juste incroyable le lieu, la nourriture, pour pas citer Devox France par exemple. Bon, Désolé, voilà, ça permet de amis, mettre une on vous échelle. aime quand même, mais... Non, le lieu est génial, je trouve. Même le public aussi, on a des conversations un peu différentes et je trouve que le public est très jeune par rapport à ce qu'on peut voir aussi dans d'autres conférences et moi personnellement j'apprécie. Ça amène un peu des nouvelles perspectives, des nouvelles choses, plutôt que de voir toujours les mêmes barbus qu'on voit dans toutes les confs, voilà. Non, je trouve ça très 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 sympa, justement un peu cette diversité de gens qu'on peut croiser, avoir des gens qui sont encore à l'école pour certains et voilà, et qui sont surtout super motivés pour apprendre, pour les technos et qui nous posent des fois pas mal des bonnes colles aussi. Et à part ton talk, tu as une petite liste de talks que tu invites à regarder une fois que votre talk sera passé? Alors, j'en ai un que je regrette de ne pas avoir vu. C'était celui d'Eléa, justement, voilà, qui parlait aussi un petit peu d'intelligence artificielle. Il y en avait un aussi sur les graph RAG. Je fais pas mal de RAG. Voilà, ça va avec l'IA du moment. Et justement sur les knowledge graph, justement, et savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que ça peut apporter de plus. Donc pas mal de talks aussi que je vais avoir à rattraper, tout ça parce qu'Olivier était à la bourre dans la préparation de notre talk, donc j'ai pas pu voir tous les talks que je Ah non, voulais. c'est pas ça la version qu'il nous a racontée? Moi je balance, j'hésite pas. Non, mais sinon j'ai vu le talk de Ma que j'avais déjà vu plusieurs fois, qui est très bien justement sur la transition aussi de passer de dev à engineering manager. Qui est une question, je pense qu'on est pas mal à s'être posée. Et vu le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, je pense que voilà, il y a toujours autant de gens qui se la posent. Et non, en tout cas, il y a une bonne diversité de sujets et toujours des choses intéressantes à découvrir, quoi. Merci beaucoup. Bon, j'espère qu'on te reverra pour d'autres podcasts clevers, un de ces quatre. Suffit de m'inviter. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Très bonjour et bienvenue à nouveau à cet épisode spécial de Messages à caractère informatique, épisode spécial Devox Maroc. Et je suis ici maintenant avec Laurent Broudou de Microx. Et je crois que c'est la première fois que tu fais un Massy, non? Ouais, exactement. C'est la première fois que je fais un Massy. Ouais. Déjà, nickel. écouté plusieurs Massy, vu plusieurs vidéos YouTube, mais ouais, c'était bien la première. Bienvenue au Massy. Merci, et dans bonjour ce à cas-là, tous. je te laisse te présenter pour que les gens sachent qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es ici à Devox Maroc. Ah ben, ça marche. Ok, bonjour à tous. Donc moi, je suis Laurent Broudou. Et puis, je travaille en fait sur un projet open source qui s'appelle Microx.
Microcs, toujours un petit peu difficile à orthographier, mais voilà. En effet. Et en fait, Microcs, c'est la contraction de microservice MOX. Ah, ça donne déjà une piste de qu'est-ce qu'il fait. Voilà, ça donne une piste de qu'est-ce que ça fait, exactement. Et puis donc, je suis ici à Devox Maroc, c'est la première fois parce que je vais avoir justement un talk demain, ce sera demain en début d'après-midi, sur Microcs, pour présenter Microcs. Et donc, c'est un projet open source. Tu es une de ces personnes chanceuses qui peuvent travailler pour un projet open source. Ouais, exactement. Donc, c'est un projet qui a débuté il y a déjà 6-7 ans. Tu vois, les premières lignes de code, c'était il y a 6-7 ans. Ça a été un side project pendant des années. Et puis, depuis environ 18 mois, j'ai effectivement la chance de pouvoir travailler 100% là-dessus. Donc, effectivement, je suis sponsorisé, je suis embauché pour travailler là-dessus. Wow. Donc, c'est conditions assez super. Et puis, c'est un projet, du coup, il y a 18 mois, qui a rejoint la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Donc, on est maintenant un projet sandbox dans la CNCF. Et donc, ça fait quoi quand un side project devient ton principal main project? Ah, c'est vraiment super condition. Je dirais, t'as plus l'impression de travailler, quoi, en fait. Hein. Tous les jours, c'est plaisir et tu es juste en train de développer ton bébé, essayer d'onboarder des gens aussi de la communauté dans le projet. C'est vraiment le focus en ce moment, faire monter à bord des contributeurs, des adopteurs. On commence à avoir une quarantaine de contributeurs adopteurs. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi, avoir cet effet où les gens viennent apporter leur petite pierre à l'édifice, puis viennent compléter Microcs avec vraiment la feature qui leur manque ou l'évolution qui leur plaît, quoi. Et le fait d'intégrer la CNCF, ça, j'imagine, vous a donné aussi un coup de pouce en termes de notoriété, de contribution phénoménale, j'imagine, non? Oui, exactement. Il y a l'effet visibilité, hein. Clairement, on apparaît dans les communications, on apparaît dans les outils, dans les landscapes, ce genre de choses. Et puis, l'effet qu'on n'avait peut-être pas mesuré énormément au départ, c'est cet effet vraiment rassurant quant à la pérennité du projet. Oui. En fait, je pense que là où avant, il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient, qui nous évaluaient, et peut-être on ne cochait pas la case sur cet aspect-là, là, effectivement, ça donne tout de suite une autre dimension à notre poids, de se dire, il y a effectivement une fondation, il y a une gouvernance qui est open, il y a le fait d'accueillir des contributeurs, et ça rassure beaucoup, ça plaît beaucoup, en fait, dans l'approche. Et donc, ça veut dire aussi que si la communauté des contributeurs a beaucoup grandi, il a fallu, j'imagine, structurer. Il y a aussi tout un management de communauté qui doit se construire, non? Oui, tout à fait. Ouais, effectivement, il y a toute cette partie mise en place de la communauté qui est très importante, à laquelle on réfléchit beaucoup. Donc, ça passe par effectivement documenter de l'onboarding, mieux documenter le produit aussi. Parce que il y a quelques mois, il y avait encore des features qui étaient présentes dans le produit, mais qui n'étaient pas documentées. Voilà, ça passe par mettre en place des community meetings de façon régulière. Donc, tous les 15 jours, on a maintenant un rendez-vous live où les adopteurs, les gens qui essayent, les gens qui veulent du renseignement peuvent venir aussi discuter avec nous pour prendre de la connaissance sur le projet. Donc, c'est vraiment tout un ensemble d'actions assez intéressantes à mettre en place pour voir vraiment ce qui intéresse les gens et comment les faire participer dans la communauté. Excellent. Non, vraiment très top. C'est super de vivre, j'imagine, de vivre de l'intérieur cette aventure d'un side project qui devient un projet principal et qu'ensuite il devient un projet CNCF. Ouais, exactement. C'est vraiment super satisfaisant personnellement de se dire, une idée que tu as pu avoir il y a 5-6 ans, en fait, ça y est, elle mature, elle intéresse du monde. Et puis, super satisfaisant aussi de voir plein d'idées auxquelles on n'avait pas pensé au départ, mais qui viennent par les usages, par les adopteurs, par effectivement le fait d'utiliser dans un contexte X ou Y. Ça ouvre encore plus le champ des possibilités. Et donc, ça fait aussi qu'en 18 mois, on a vachement étoffer justement la gamme des use cases et on a vraiment maintenant quelque chose d'intéressant qui peut en fait aider le développeur sur tout le cycle de vie développement, vraiment depuis le laptop, l'inner loop, hein, le cycle de dev au poste du développeur jusque l'outer loop, toute la partie QA, toute la partie même validation en production sur ton cluster Kubernetes, tout ça, voilà. Donc on est vraiment capable de couvrir tout ça avec Microcs. Excellent. Et donc, ici, à Devox Maroc, tu vas présenter Microcs? Oui, exactement. Donc, Microcs, alors c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais en 2 mots, qu'est-ce que ça fait? C'est un tooling pour faire
la simulation du mocking d'API et de microservices. Et ça, quelle que soit en fait la technologie, quel que soit le style d'API. Alors, sur du REST, sur du gRPC, sur du GraphQL, sur de l'event-driven, sur du Kafka. En fait, plutôt que de travailler avec des vraies dépendances, ce qui est souvent un petit peu l'enfer pour le développeur, voilà, Souvent. très souvent. Mais en fait, on va pouvoir utiliser Microx, qui va être voilà, super léger, super facile à démarrer, pour venir simuler de façon intelligente toutes ces dépendances. Donc, tu n'as pas à t'embêter à tirer toutes les dépendances et à savoir comment tes différents microservices, tu es censé les lancer. Voilà, Et donc, Microx le fait pour toi. et tu peux les déployer partout, des laptops de développeurs à des environnements Exactement. de validation ou même de la prod, c'est ça? Exactement, voilà. Donc, à l'origine, on était déployé sur Cube avec ChartElm, Opérateur, tout ça. Si tu voulais faire des environnements soit éphémères, soit des environnements persistants. Et puis, on a beaucoup travaillé justement avec les adopteurs cette dernière année pour faire quelque chose d'hyper léger. Donc maintenant, on s'intègre même via test container, dans ton test unitaire. Début du test, tu popes une instance de Microx, 100 millisecondes, et puis à la fin du test, hop, on relibère toutes les ressources. Comme ça, tu peux vraiment travailler de façon efficace avec des simulations très, très smart de tes dépendances. Excellent. Voilà. Donc ça, c'est le premier pan de Microx, l'aspect simulation mocking. Et le deuxième pan, c'est celui que je vais présenter demain à Devoxx, c'est l'aspect testing, contract testing, parce que une fois que Microx, justement, il a toutes ces informations pour faire des simulations, il va être aussi capable de vérifier que l'API, le microservice que tu es en train de développer, en fait, il est conforme à tes specs. Ah, l'autre côté, quoi. Exactement, c'est l'autre côté de la pièce. Ah, cette partie-là de Microx, je ne la connaissais pas du tout. Pour moi, c'était les microservices mock. Ah ben oui, mais on commence toujours par ça, mais après, de l'autre côté, c'est qu'effectivement, quand on a toutes ces informations sur l'API, sur voilà, les contrats d'interface, comment ça s'est fonctionné, on est capable de aussi générer des test suites pour faire du contract testing. Et puis se dire, ok, je suis toujours conforme à la spec, mais surtout, c'est que quand je suis en train de développer la version 1.5 de mon microservice, je peux me rassurer que je suis toujours compatible 1.4, 1.3, 1.2. Voilà, que je coche bien la case sémantique versionning respectée, quoi. Excellent. Voilà, donc demain, on parlera de ça au Devoxx Maroc. Et donc, c'est ton premier Devoxx Maroc ou tu es déjà venu? Ouais, c'est mon premier Devoxx Maroc. Ouais. Je suis assez habitué des autres Devoxx. J'ai déjà fait plusieurs fois le France, je pense 7 ou 8 fois, et puis le Belgium. Mais c'est la première fois au Maroc, première fois au Devoxx Maroc. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce Devoxx un peu particulier? Très bonne ambiance, super accueil. Peut-être petite pique au Devoxx France et Devoxx Belgium, mais super nourriture aussi. Antonio Nicolas ne me déteste pas, mais je suis d'accord. Désolé. Avec ce que tu viens de dire. On mange très bien, carrément. Non, puis depuis ce matin, très bon speaker, hein, c'est le premier jour, donc des bonnes keynotes, voilà, une bonne track cet après-midi aussi, donc vraiment très bien pour l'instant, impeccable. Et alors, sur le sujet, tu as fait ta petite liste de talks ou tu viens un peu passer beaucoup de temps dans les salles à discuter avec les gens? J'ai un peu coupé la poire en deux, donc aujourd'hui j'ai fait une journée assez studieuse, hein, la track AI, c'est aussi un gros sujet pour nous sur Microx. Et puis, je pense que demain, je prendrai plus de temps pour faire le stand des exposants, faire le tour, voir du monde, discuter avec la communauté. Voilà, donc c'est un peu, moite-moite. J'ai mon talk demain après-midi, donc je pense que demain sera aussi une journée plus fun, plus libre. Voilà, c'est souvent ça. Exactement. Sinon, en discutant avec toi avant, on a parlé un peu des sujets de IA. Effectivement, il y a un focus assez important dans les IA pour les développeurs. Et toi, par rapport à la IA, où est-ce que tu te places? Dans les gens qui voient ça comme un truc positif ou dans les gens qui sont plutôt pessimistes par rapport à la IA et son impact dans nos métiers, dans la société? Oui, il y a l'IA qui enlève des emplois et il y a l'IA qui augmente nos capacités. Voilà. Non. Et pour toi, tu es où dans cet spectre-là? Moi, je suis plutôt dans l'IA qui augmente nos capacités parce que vraiment, on a un champ des possibilités qui est énorme, qui s'offre à nous. Voilà. Après, je suis plutôt partisan d'une IA effectivement intégrée, infusée dans les applications, dans le sens où je suis pas forcément fan de toutes ces applications qui se transforment simplement en chat. Voilà, j'aime bien les choses un petit peu plus structurées, donc j'attends vraiment d'avoir cette IA qui s'infuse de façon complètement transparente dans la façon dont on utilise les applications aujourd'hui, et pas forcément tout passer sur un modèle de chat
où on passe son temps à faire des prompts et à taper. en Oui, fait. pas forcément simplement des Exactement. LLM. Voilà, mais en tout cas, quelque chose de très intégré au use case, au workflow des applications qu'on a l'habitude d'utiliser. Et toi, en tant que développeur, tu utilises aujourd'hui l'IA, tu Ouais. t'en sers et comment tu t'en sers? Oui, alors l'IA aujourd'hui, on l'utilise déjà dans Microx, alors déjà, enfin dans l'outil que je développe. Donc, on l'utilise aujourd'hui notamment pour enrichir en fait le comportement des simulations que l'on est capable de produire avec Microx. Microx, tu sais, ça produit des simulations pour tes API ou tes microservices. Donc ça, c'est un premier use case. Et puis, on l'utilise aussi pour enrichir les suites de tests qu'on est capable de produire. Voilà. Puis après, je l'utilise de façon quotidienne, je dirais, comme n'importe qui, pour voilà, ChatGPT pour m'aider à faire des abstracts, à faire des résumés, ou des fois à mettre le mot, enfin à mettre le doigt sur l'expression, le mot que je cherche, sans réussir à trouver la bonne expression. Et puis, bah, bien sûr, copilote, quoi. Je pense que quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer pour les choses, voilà, pour les choses basiques. J'aime bien toujours taper du code, je prends toujours plaisir à taper, mais voilà, il y a tout un tas de tâches où Tous les générer boilerplates en général, exactement, toute la plomberie. voilà, le refactoring, générer la documentation, aider sur voilà, la Javadoc à aller plus vite. Enfin, c'est d'une aide, enfin, c'est fantastique, quoi. Donc voilà. Nickel. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère que tu nous rejoindras pour un autre épisode en format massif Eh ben, traditionnel. pourquoi pas une prochaine fois, ouais, avec plaisir. Merci Horacio. Au revoir. Merci, au revoir. Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Rebonjour et re-bienvenue à Message à caractère informatique, épisode spécial de Vox Maroc. Je continue à faire des petites séquences avec des différents speakers. Et là, je suis avec Masloum Toussoum. Bonjour. C'est ta Bonjour. première fois au Massy, non? Ouais, c'est la première fois et content d'être là. Bah, on est très content de te recevoir. Bah, tu peux te présenter pour que notre public sache qui tu es et qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es venu à Devox Maroc. Merci Horacio. Alors, moi je m'appelle Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur Google Cloud et je suis aussi Head of Data and Cloud et cofondateur de GroupBiz. GroupBiz, c'est un groupement de freelance tech qu'on a cofondé en 2019 et aujourd'hui on est une communauté de 250 personnes. On les aide à créer leur société de freelance en leur donnant les meilleurs conseils possibles. On leur apporte un confort administratif comme expert comptable, RC Pro, tous les services nécessaires pour un indépendant pour être en activité. Et derrière, on leur offre une communauté tech avec des talks mensuels, des formations internes pour les aider à progresser et à monter en gamme techniquement. On a aussi un partenariat avec Google Cloud. Grâce à ça, nos freelances peuvent faire des formations gratuites et des certifications gratuites. Et à côté de ça, on travaille en direct chez des clients. Voilà. Donc en résumé, D'accord. GroupBiz, c'est ça. On fait aussi un peu d'apport d'affaires pour permettre aux freelances de gagner un peu plus d'argent que leur TJM qu'ils ont actuellement avec les clients pour lesquels on les a placés, quoi. Voilà. C'est super intéressant parce qu'il y a la notion de, voilà, de groupement, mais il y a aussi cette idée-là de formation, de partage, c'est une vraie communauté. C'est une vraie communauté, oui. Alors, moi, à la base, je me suis lancé en freelance en 2011. J'ai commencé dans la tech en 2007 et en 2011, j'ai rapidement souhaité passer indépendant parce que avec ma boîte, à ce moment-là, j'étais pas très content du management de la SS2I, ça s'appelait comme ça à l'époque. Oui, les scènes actuelles. C'est ça, et j'ai rapidement eu ce besoin de liberté et donc j'ai lancé ma boîte de freelance en 2011. Toutes ces années, j'ai pu trouver des clients, mais la communauté me manquait. J'étais un peu seul, et quand tu es un peu seul, c'est un peu dommage, et la communauté me manquait. Et un de mes amis cofondateurs m'a proposé l'idée qui ressemblait à ce qu'il y avait un peu chez le groupement des mousquetaires Intermarché, avec la maison mère et les adhérents autour. Ben, on voulait faire un système similaire avec les freelances. On a la maison mère qui est GroupBiz. GroupBiz, c'est groupement d'abeilles. Une abeille seule, c'est le freelance. Et des abeilles regroupées, c'est la ruche. Donc, on est plus fort. Et c'est ça. Et l'idée, c'est leur proposer cette communauté tech, les aider à progresser, les aider à améliorer leur employabilité pour être meilleurs dans leur travail, progresser techniquement, mieux se vendre parce que il y a beaucoup de freelances qui ne maîtrisent pas le marché et nous, on le connaît bien. Donc, on les aide en les vendant à un meilleur TJM. Et grâce à ça, les personnes sont assez contentes. Excellent, c'est vraiment une démarche assez intéressante et que à ma connaissance, je n'avais jamais vu dans les marchés de freelance comme ça, cette idée-là un peu communautaire. Exactement, parce que
Nous, l'aspect qu'on fait, c'est vraiment, on se considère comme étant la boîte de ces freelances. Ensuite, on a un outil CRM dans lequel on a nos clients et nos adhérents freelance. Et ce qui est super, c'est qu'on fait vraiment un suivi avec eux. On fait des soirées techniques, mais aussi des soirées conviviales ensemble. On a aussi ces petites formations internes pour les aider à progresser. On les fait dans un support qui est assez intéressant pour les freelances parce qu'on les fait le soir et pas forcément, on les force pas à poser des jours de travail et tout ça. On sait que les freelances aiment bien travailler, aiment bien avoir leur TJM, quoi. Et voilà, GroupBiz, c'est un peu cet ensemble de cette constellation de choses qui permet un peu aux personnes vraiment d'avoir une entité, d'avoir vraiment un label et derrière eux et à les aider vraiment à progresser et à travailler chez des clients. Y a se sentir moins seul, j'imagine, parce qu'il y a des problèmes de freelance, c'est un peu cette sensation de solitude, quoi. Bah, la solitude, c'est un peu dur, c'est vrai, parce que même s'il y a des plateformes qui aident à trouver des missions aux freelances, moi, je trouve sincèrement qu'avoir une communauté tech, c'est très agréable. Et c'est aussi comme ça qu'on progresse, c'est ensemble. En se tirant les uns les autres vers le haut, on progresse et on devient de meilleurs tech, de meilleurs ingénieurs. Et en plus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gens qui ont aussi le mindset, quoi, qui ont aussi la mentalité d'aimer travailler avec les autres, d'aimer partager. Et tout ça mis de bout à bout, on essaie de créer ce fameux cercle vertueux parce qu'on a aussi un système de parrainage où des freelances peuvent parrainer d'autres freelances parce que moi, je vais connaître des bons, toi, tu vas connaître des bons et un tel va connaître des bons. Et tout ça, ça permet de regrouper des bons profils et avec le bon mindset. Et petit à petit, la communauté grandit parce qu'on est plus de 250 actuellement. C'est quand même assez grand, quoi. Exactement. Donc, et on travaille en direct avec beaucoup de clients. Moi, Mazloum, le tech, je ne pouvais pas imaginer que c'était possible de travailler en direct chez les clients. Parce que moi, j'étais chez mes clients, j'étais en tant que tech. Et la plupart du temps, j'étais porté par une boîte en tant que freelance. Et là, le fait de me dire que nous, des techs, on crée cette société avec un ADN tech et qu'on arrive à travailler avec les clients de la place, et on a de gros clients, Servier, BNP ou autres, qu'on arrive à travailler avec ces clients-là et apporter de la satisfaction, c'est une fierté. Et c'est énorme. Tu as de quoi être fier. Il y a de quoi être fier et de se dire que rien n'est impossible, sincèrement. Et on voit que par la qualité, par le fait justement de proposer des bons profils aux clients, les clients acceptent à un moment de discuter avec nous. Et petit à petit, même si on sait que les grosses boîtes tiennent un peu le marché la plupart du temps, il y a beaucoup de clients maintenant qui veulent de la qualité, quoi, qui en ont un peu marre d'avoir des problèmes sur les projets. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apporter, quoi. C'est d'apporter un peu cette qualité. Excellent. On va revenir à Devox. C'est ta première fois à Devox Maroc? Alors, c'est ma première fois à Devox Maroc. Alors, je suis jamais venu ni en tant que spectateur ou ni en tant que speaker. Et là, cette année, j'ai l'opportunité d'y venir en tant que speaker et de parler un peu de sujets qui, moi, me passionnent et sur lesquels moi, je travaille quotidiennement, soit pour mes clients ou soit en public, parce que je suis Google Developer Expert et que je partage mes connaissances en public sur une chaîne YouTube et aussi des articles. Et c'est pour ça que Google m'a récompensé aussi de ça. Et là, l'idée maintenant, c'est de venir physiquement dans des conférences pour parler un peu des sujets qui me passionnent avec un aspect real world et real life. Parce que la plupart du temps, moi, ma ligne directrice, c'est ça. C'est de prendre vraiment des use cases concrets. Des retours d'expérience. Voilà, des retours d'expérience où je développe le code, je le mets sur GitHub. Et après, je crée la vidéo en français et en anglais. Et après, je crée l'article sur Medium. Et donc, je fais un workflow un peu complet comme ça. Et là, l'idée maintenant, c'est de venir un peu dans des conférences tech pour aussi networker, partager. Et concrètement, de quoi tu vas parler à Devox Maroc? Alors, je vais parler d'une architecture event-driven et serverless from scratch et montée sur Google Cloud et exécutée sur Google Cloud. Je vais expliquer que quand on veut monter des architectures event-driven, souvent, c'est drivé par un besoin métier. C'est les métiers qui vont dire nous, on a envie d'avoir les données plus rapidement dans notre système et grâce à ça, on va pouvoir apporter plus de valeur et pouvoir faire plus de marketing sur la donnée. Ça, c'est du vécu chez les clients. Moi, j'essaie de faire ce retour d'expérience et de dire ça peut être intéressant ce type d'architecture pour apporter de la valeur, mais par contre, il y a une multitude d'offres et c'est pas facile de choisir parce qu'on a beaucoup d'outils qui permettent de faire tourner un peu des programmes pour faire tourner un peu nos éléments en event-driven, mais c'est pas facile. Il faut gérer l'infra, il faut installer des outils. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire voyager un peu sur les différents outils qu'on a sur le marché on-prem et sur les différents cloud providers. Et après, je vais vous dire, voilà, voici une des implémentations ou des implémentations possibles sur GCP qui, Google a une stratégie vraiment très orientée data et serverless. Et l'idée, c'est de dire, voici comment on peut le faire avec Google Cloud de façon simple, sécurisée et assez rapide. Voilà. D'accord. Et à part ton talk, est-ce que tu as dans ta petite liste d'autres talks que tu voudrais voir en ce Devox Maroc?
Alors, j'ai vu le talk d'Aurélie Vache qui était très intéressant par rapport à Kubernetes in Visual Way. Il y a des talks aussi sur tout ce qui est LLM, LangChain4j que Abdel Feta a présenté. Je passe un petit coucou à Guillaume Laforge aussi s'il me regarde, parce que je sais qu'il aussi travaille sur des sujets LangChain, Java et GCP. Voilà, donc il y a des petits sujets comme ça à gauche à droite qui sont assez intéressants. Il y a aussi mon ami Nejmedine Benouared qui a présenté un sujet sur, qui a essayé de vulgariser un maximum OAuth et aussi OpenID Connect. Ah oui, là, c'est des sujets que Ouais, c'est bien ici. de vulgariser. Voilà, il essaie de vulgariser un maximum, donc j'ai trouvé que son approche était intéressante. Et il y a d'autres talks ensuite qui vont forcément. Après, il y a aussi ton talk avec Sebi qui va être. Donc, je viendrai, quoi. Et pour revenir sur un des sujets que tout le monde a parlé aujourd'hui, c'est il y a plein de talks autour de l'intelligence artificielle dans CDVox Maroc. Ouais. Toi, par rapport à l'intelligence artificielle, tu fais partie des optimistes, des pessimistes ou un peu entre les deux? Écoute, c'est une très bonne question. Alors, moi, je fais partie des optimistes, mais peut-être pas avec le même angle que les autres. Pour moi, l'IA, c'est bien, mais en tant qu'assistant. Voilà, on se sert de l'IA pour être un meilleur développeur au quotidien, pour s'aider à regrouper des docs ou des sources sur Internet. On sait qu'il y a des sources qui sont un peu partout, disséminées un peu partout, c'est pas facile de les retrouver. Et moi, j'aime bien me servir de l'IA comme chef d'orchestre et d'utiliser ses forces, soit pour m'aider à apprendre des sujets, soit pour m'aider à améliorer des articles tech ou apprendre une nouvelle techno, et de l'utiliser en tant qu'assistant vraiment. C'est là où je trouve que l'IA a une grande force. Moi, j'ai pas cette vision de Terminator, l'IA va se transformer en robot et que les robots vont dominer les humains. Non, je suis pas dans cette vision-là. Je pense que l'IA est très intéressante, il faut prendre ce virage-là. Ça peut créer aussi de la valeur chez les clients en plus, parce qu'on peut trouver des use cases où on peut mieux marketer, mieux travailler la donnée pour les clients. Mais en tant que développeur, en tout cas, ce qui est vraiment top, c'est de pouvoir… moi, en tout cas, je me régale avec tous ces LLM, parce que je vais pouvoir… je sais pas, si je veux apprendre une nouvelle techno, par exemple, je m'intéressais au cache Docker récemment parce qu'on a donné un talk avec GroupBiz. J'ai demandé un peu à des LLM de me réexpliquer un peu ces notions que je connaissais déjà, mais il me les a regroupées, il me les a résumées, ça c'était intéressant. Et c'est cette force que moi j'aime, quoi. Voilà. Donc, optimiste et une utilisation qui t'aide à faire les choses que tu fais d'une façon plus optimale. Voilà, moi c'est ça. Et tu ne penses pas que ça va laisser les développeurs sans travail, quoi? Non, non, je ne suis pas du tout dans cette vision-là. Je pense sincèrement que l'IA ne va pas remplacer les développeurs. J'arrive pas à imaginer ça, si tu veux. Je pense qu'il faut qu'il y ait toujours des humains derrière qui vont contrôler la qualité de code, qui vont contrôler l'architecture, qui vont contrôler les conceptions un peu à gauche à droite, qui vont vérifier que l'architecture est un peu cohérente. Alors, ouais, le LLM va permettre de générer du code, va peut-être te faire gagner du temps parfois, mais il faut repasser dessus, quoi. Il faut repasser sur la qualité. On ne peut pas livrer ça en prod comme ça, c'est impossible. Moi, je suis un peu dans cette vision-là, quoi. Excellent. Bon, et alors, Devox Maroc, l'ambiance et tout ça, tu trouves comment? Alors, l'ambiance, je la trouve vraiment super parce que je trouve qu'elle est vraiment conviviale. C'est familial, Devox Maroc. On sent qu'on est bien accueillis. Le dîner des speakers, par exemple, hier, c'était vraiment sympa parce que, alors, il y avait même des danseuses du ventre qui venaient à côté de nous, tu vois. Donc, ça, c'était assez. J'ai même vu Rachid Zarwali qui était un peu bloqué parce que voilà, les femmes étaient très, très jolies, quoi, tu vois. Et voilà, c'est toute cette ambiance un peu chaleureuse, familiale, bienveillante. Moi, je ressens de la bienveillance. Et ça, franchement, c'est sympa. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je le vis avec. Je vois de la chaleur autour de moi, je vois de la bienveillance et un accueil vraiment agréable. Je suis complètement d'accord. C'est une conférence super agréable et l'accueil est excellent. Excellent. C'est top. Hein. On a l'impression qu'on est un peu en famille, quoi. Les personnes sont sympas, ça discute. Et la nourriture est vraiment très très bonne. Hein. À midi, on s'est régalé. Alors il y avait de tout. Hein. Viande, et même légumes. à l'heure des cafés, Ouais. tout à l'heure, c'était excellent. C'était excellent, les desserts et tout ça. Donc perso, même au niveau bouffe, moi je me suis régalé. Donc forcément content d'être là. Et d'être là avec toi. Bah oui, non, mais là, je suis super content de te recevoir et on espère que tu vas nous rejoindre pour un épisode plus normal. Aujourd'hui, c'est des petites entretiens, mais pour un massif traditionnel, un de ces quatre, carrément. Bah, avec grand plaisir. Bah, comme je t'avais dit, j'avais vu le Massy avec Sylvain Wallace, qui est un ami que je salue d'ailleurs, Sylvain, que j'adore, hein, vraiment génial.
Et donc, c'est vraiment quand tu veux, on planifie ça et c'est avec grand plaisir. Nickel. Si je peux partager mes connaissances et aider des personnes, écoute, c'est avec grand plaisir. Ah, et pour nous, c'est un plaisir de te recevoir. On a passé un super moment. Merci beaucoup. Bah, un grand moment et à bientôt. À bientôt. Ouais. À bientôt. Bye bye. Ciao. Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Très bonjour et bienvenue au message à caractère informatique spécial Devoxx Maroc. Encore une fois, je suis avec un des speakers de la con et la idée c'est, comme on a fait pour tous les autres, faire une petite interview, raconter. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Abdel avec moi. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es un vétéran de Massy, tu as déjà été il y a 1 ou 2 ans par ici, mais c'était le format Massy classique, plutôt à 5 ou 6. Ouais. Aujourd'hui, tu as accepté d'être là avec moi, merci beaucoup. Merci de m'avoir. Et tu peux te présenter pour que tout le monde sache qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et tous les trucs que tu fais à Devoxx Maroc, parce que si j'ai bien compris en te voyant courir partout, tu n'es pas que simplement un speaker. Non, c'est vrai. Alors, Abdel, je suis développeur cloud advocate. Je sais jamais comment traduire ça en français. Cloud Advocate. Cloud advocate chez Google. Je spécialise sur tout ce qui est Kubernetes et cloud native. Et je co-host un podcast qui s'appelle le Kubernetes Podcast by Google Exactement. avec Kathleen Fields. Et je suis dans la... Alors, Devoxx Maroc, c'est une histoire qui a commencé en 2018 à Marrakech, là où on est, dans le même hôtel. J'étais ici en tant que speaker pour la première fois. Et depuis, je suis impliqué dans le comité de contenu. Un peu le guide non officiel de toutes les activités après Et la là, conférence. c'est génial, carrément. Un peu sorte d'ambassadeur parce que je parle pas mal de Devoxx parce que j'habite en Suède et du coup je fais beaucoup de conférences, je parle de Devoxx Maroc assez souvent et finalement il y a des gens qui sont venus parce que je leur ai parlé de la conférence et j'aide un peu comme on peut avec ces organisateurs, c'est des potes à moi, je les connais avant, ça fait longtemps qu'on se connaît donc je suis un peu partout, quoi. Qui est un peu un organisateur non officiel. Voilà, je suis tout non officiel en fait. Les comités de sélection, ça c'est toujours une longue histoire. Vous êtes combien dans les comités de sélection à Devoxx Maroc? Cette année on était 15. C'est bien. C'est une des particularités de notre comité, c'est une comité 100% marocaine. Donc, c'est des gens qui habitent au Maroc et en dehors du Maroc, mais ils sont tous marocains. Et cette année, on était 15, on a reçu 550 quelque chose propositions. C'est carrément bien. Ouais, pour 100 intervenants à la fin qui sont sélectionnés. Donc, oui, chaque année, on explose un peu les chiffres en termes de propositions et tout. C'est un rôle que je trouve très compliqué personnellement quand je suis dans un comité de sélection parce que c'est un peu crève-cœur. Il y a trop de talks en général que tu as envie de faire passer et c'est mince. Mais dans notre cas, on a le chairman, donc la personne qui chapeaute un peu tout. Donc nous, on fait des votes, on donne notre avis et après, il y a une personne qui décide. Mais après, oui, nous aussi, on peut intervenir pour dire bah, telle personne est bien, telle personne doit venir, etc. Donc, oui, mais oui, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. C'est un peu de temps et voilà, il y a aussi un côté difficile. À un moment donné, tu dis, sur les 6 ans, il y a 3 ans qui sont super et la moitié simplement peut rentrer. Ouais, mais après, n'oublie pas qu'il y a des annulations, il y a des gens qui ne peuvent pas venir et tout. Donc, généralement, entre le temps où on annonce et 2-3 semaines d'après, on a déjà des talks qui sont remplacés. Et ouais, mais ça a dû, la personne qui s'occupe s'appelle Mohamed et ça a dû prendre énormément de temps pour faire ça. Ouais. Mais c'est vrai, il y a des choses, il y a des talks que tu vois, mais tu peux pas les avoir parce qu'on est limité en temps. Ouais. Et alors, cette année, Devoxx Maroc est de retour aux racines, de retour à Marrakech, quoi. Bah, les racines, c'est Casablanca à la base. Marrakech, c'était une fois en 2018. Et c'était la première... c'est la première fois que j'avais connu, quoi. Ouais, pas... Donc avant, c'était à Casablanca et avant, ça s'appelait J-Maghreb. Donc là-bas, c'est une conférence qui était purement Java. Après, ils sont rentrés dans la famille Devoxx et ça a été organisé quelques fois à Casablanca. Et puis, il y avait une édition à Marrakech, 3 éditions à Agadir et là, on est de retour à Marrakech. C'est très sympa parce que voilà, ça m'a permis de revenir à Marrakech. Ça faisait très longtemps. Ah ouais, c'est bien. C'est chouette. Et alors, entre toutes ces choses que tu fais, accompagner les speakers, modérer des séances, présenter tes propres talks, tu as le temps de regarder quelques talks d'autres? Malheureusement pas, mais demain j'aurai le temps, parce que demain j'ai rien, parce que j'ai fait 2 sessions aujourd'hui, donc demain j'aurai le temps d'aller voir quelques talks. J'ai vu les keynotes,
Donc, toutes les sessions keynote, parce que j'étais modérateur, j'ai trouvé celle de la keynote de Stephen Chin était particulièrement super bien. Give your LLM a left brain. Bah, il a parlé de RAG principalement, mais j'ai trouvé le titre et aussi comment l'histoire, le storytelling dans le talk était intéressant. La session de Nathalie Godek aujourd'hui, qui était Data Engineers are from Mars, Platform Engineers are from Venus. Celle-là, on l'a eu hier ici, c'était excellent l'approche on a fait des DevOps entre les Dev et les Ops et pour les data. Oui, oui, oui. Et je trouve l'approche et aussi le titre assez innovateur. Carrément. Ouais, et Nathalie, moi j'aime bien Nathalie, c'est une très très bonne personne, une très très bonne speaker, il a de l'énergie, etc. Ah, c'est clair. Et après, il y avait la session de Cassandra. Cassandra Chin, c'est la fille de Stephen Chin qui travaille chez Neo4j. Et sa fille, c'est la plus jeune intervenante de la conférence. Wow. Je ne me rappelle pas son âge, mais elle est très très jeune. Il fait des études dans le domaine du tech, de computer science. Et il a fait une session pourquoi les parents doivent pousser leur enfant à apprendre à coder. Ouais. C'était génial. Ça me rappelle une des premières fois que tu es venu au Maroc, quand les enfants de Séville, de Sébastien Blanc, oui, oui. ont fait la keynote de fermeture aussi. C'est trop sympa ça. Ouais, je me rappelle, sa fille était plus petite que le podium. C'est ça. C'était chouette. Ouais. Et cette année, parmi les thématiques que j'ai vues, ça semble logique, mais il y a énormément d'intelligence artificielle. Ouais. Mais à différence d'autres années où c'était l'année dernière, dans plein de confs, il parlait de la IA et de LLM en général. Ici, je vois beaucoup de la IA appliquée au développement et c'est chouette de voir d'enfants des talks plus pratiques autour de tout ça. Ouais. Bah, une de mes sessions, c'était ça. C'était pratiquement comment utiliser l'Unchained4j, qui est un framework Java pour pouvoir s'intégrer avec une IA. Donc, c'est plutôt comment on développe des applications qui intègrent de l'IA dedans et pas qu'est-ce que l'IA peut faire. Mais c'est vrai. Alors, l'année dernière, c'est marrant. L'année dernière, quand on discutait avec le comité de sélection, au début, on s'est dit on aura beaucoup de talks IA. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Donc, on a reçu quelques-uns, mais généralement, cloud, c'est toujours la plus grande catégorie en termes de volume de propositions. Parce que les propositions sont en catégorie. Et du coup, mais cette année, je pense que la catégorie cloud, c'était 110, 113 propositions. La catégorie IA, c'était 100. Donc, c'était la deuxième catégorie en volume de propositions. Ouais. Donc, cette année, il y avait beaucoup, mais comme tu as dit, il y avait beaucoup de talks qui étaient très pratiques. Donc, soit comment on s'intègre avec une IA pour créer une application, soit comment on fait du MLOps, comment on crée un modèle. Mais j'ai trouvé ça chouette parce que c'est une des premières confs dans lesquelles je vois autant de talks IA, de côté pratique, de côté développeur, et ça c'est super sympa. Ouais. Et donc toi, par rapport à la IA, personnellement, tu es plutôt de ceux qui sont optimistes sur ce que la IA va apporter à la société et aux techos en général, plutôt pessimiste entre les deux, où est-ce que tu te places? Je me place dans la partie optimiste parce que, alors, je me dis toujours que je suis optimiste mais pragmatique. Optimiste dans le sens où, dans le sens où je pense qu'il y a l'IA à de la place, mais pragmatique dans le sens où je me méfie quand même quand les gens un peu amplifient ce que l'IA peut apporter au monde, ou bien les discours un peu, borderline conspirationnistes, dans le sens l'IA va prendre de l'ampleur, devenir intelligent. Donc un peu dans les deux, autant les discours Skynet, que les discours ça va être une singularité, le monde sera complètement différent. Ça, je m'en méfie quand même. Par contre, il y a des cas très concrets. L'exemple le plus simple, je dirais le plus bête, mais le plus simple, c'est qu'aujourd'hui, on avait des mugs à faire gagner aux gens qui sont venus à notre session, moi et Nathalie. Et en fait, j'ai pris les slides, je les ai exportés en tant que PDF et je les ai donnés à Claude. Et j'ai demandé à Claude de générer des questions de style Kahoot en se basant sur les slides. Wow, excellent. Et on a juste fait copier-coller en fait, on n'a pas fait grand-chose. Donc il a pris les slides, il a pris la question. C'est des tâches qui en soi n'ont pas énormément de valeur ajoutée, mais qui consomment énormément de temps. Exactement, voilà, c'est ce genre de truc. Créer un résumé, un document, résumer une réunion. Maintenant, si par exemple je rate des réunions d'équipe parce que je suis en déplacement, ou bien parce que c'est dans le mauvais fuseau horaire, etc.,
bah, je ne vais pas me taper 1 heure de réunion. Je donne cette vidéo à une IA, il me résume ce qui a été dit. Je trouve ça assez intéressant. C'est ce type de choses que je trouve aussi super excellent. Et faciliter la veille, tu as plein d'articles à lire, tu demandes un résumé pour voir sur lesquels te focaliser, les lire en entier après. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Exactement. Un autre exemple que je trouve assez pratique, ah ben, alors ça c'est plutôt, je me fais un peu de publicité, mais la semaine prochaine on sera à Devox Belgique avec un collègue à moi. On va faire un talk sur de l'IA, mais de l'IA appliquée à l'entreprise. Et le use case qu'on a, donc on a créé une application pour faire la démo, mais le use case qu'on a trouvé, c'est en fait, assez souvent, un truc qui arrive assez souvent, c'est des gens, ils te donnent des phrases, des mots, des quotes qui ont été dits par une personne, mais tu ne connais pas le nom de la personne. Bah, on a créé une IA à qui tu peux donner, dis-moi qui a dit cette phrase, Wow, et il te sort excellent. l'auteur, et peut-être aussi le livre dans lequel la phrase a mentionné, le chapitre et tout ça, quoi. Wow. Donc je trouve ça assez pratique. Des quand choses même. pour lesquelles avant on faisait plein de recherches Google pour essayer de tomber sur la bonne source. Pour faire du fact-checking surtout, ouais, donc je trouve ça assez intéressant. Je utilise beaucoup l'IA pour générer des images. La génération d'images, c'est le truc le plus commun, je pense. Après, ça reste assez intéressant de pouvoir générer des images et les intégrer dans des slides, générer des GIFs, faire des mimes. Ça, je trouve aussi assez intéressant. Donc, oui, non, il y a pas... Et en tant que développeur, dans ton workflow de développement, tu l'utilises aussi ou pas tellement? Pas pour générer du code, parce que je trouve quand même que tout ce que je fais en tant que développeur, c'est vraiment des trucs très niches, très spécifiques. J'utilise peut-être des IA pour chercher une réponse à une question, chercher genre une fonction, mais chercher juste le template, le boilerplate, et puis pouvoir écrire mon propre code. Ça, j'utiliserais de l'IA pour générer, mais si on écrit mais un truc assez simple, si on écrit du business logic qui est très spécifique à une société, l'IA ne peut pas faire ça, quoi. Donc oui, j'utilise peut-être à 10% de mon temps, à peu près. Et après, pour faire les trucs chiants. Ça, c'est clair. C'est l'utilisation pour faire gagner du temps dans des trucs. Exactement. Et sinon, voilà, Devox Maroc, l'ambiance en général, je sais que tu ne peux pas être partial, mais voilà, comment tu trouves cette année, comment... Je trouve. Cette année, la conférence est un peu plus petite par rapport aux années précédentes, parce que c'est la taille de là où on est. C'est l'avenue qui est limite. Exactement. Moi, je laisse toujours les gens me dire ce qu'ils pensent. Et donc, j'écoute, je parle avec les intervenants, j'entends un peu leur avis, ce qu'ils disent. Et je trouve que l'ambiance, elle est assez conviviale. Les gens, ils sont gentils. La bouffe, elle est excellente. Ça, c'est... Mais les 3 points que tu as mentionnés, je crois que j'ai fait 10 interviews comme celle-ci. Tous les 10 ont dit ambiance excellente, accueil génial et la bouffe. Waouh! Ouais, voilà. C'est les 3 commentaires qui n'ont pas manqué, en tout cas, c'est clair. Je trouve que pour exceptionnellement cette année, Internet fonctionne super bien. Ce qui est très, très rare pour des conférences. J'ai pas eu de problème Internet cette année, donc ça, c'était une bonne chose. Après, il fait très chaud, très, très chaud. Un peu moins chaud aujourd'hui. Voilà, et même pas, voilà. Toute la partie climatisation était super bien gérée, et même hier qu'il faisait très chaud, ça allait honnêtement. Non, c'est clair. Mais après, oui, on peut pas. On est dans un hôtel avec une piscine, donc on peut pas faire mieux, quoi. Ça n'empêche que moi, je dis toujours que Devox Maroc, c'est le top 5 de mes conférences préférées. Donc, c'est pas la première. Il y en a d'autres conférences que j'aime bien pour des raisons différentes. Et après, il y a quand même quelque chose de box que c'est voilà, que tous les Devox partagent un certain état d'esprit. C'est super sympa parce que voilà, c'est un côté communautaire très ancré peut-être. Je ne sais pas exactement quoi, mais voilà, autant Devox France, Belgique, Pologne, et ici, c'est les 4 que j'ai fait. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est des conférences super agréables. Tu te sens presque à la maison à chaque fois. Ouais, exactement. Ouais. Bon, et sinon, je reviens sur un sujet qu'on a parlé ce matin, parce qu'on a eu Olivier, qui est Dev Advocate chez AWS, on a eu Johan, Dev Advocate chez Microsoft, maintenant il y a Abdel, Dev Advocate chez Google, moi, Dev Advocate chez Clever Cloud, et des fois, il y a des commentaires, mais
En fait, tu es en train d'inviter au podcast à des gens qui bossent pour, basiquement, des boîtes qui, sur le papier, c'est des concurrents. Ça fait pas bizarre. Et non, en fait, moi, je trouve ça complètement naturel. Et le fait que tu aies accepté d'être là, ça veut dire que pour toi aussi, il y a ces notions-là de developer relation et de travailler ensemble, même si sur le papier, les boîtes, bah, ils ne le font pas trop. Il y a aussi ces notions-là de communauté de dev. Oui, c'est un très très bon point. Moi, je pense que il y a de la concurrence, ça on peut pas le nier. Mais moi j'essaie toujours au lieu de se focuser sur les concurrences, se concentrer à dire qu'est-ce que Google Cloud a plus que les autres clouds, ou qu'est-ce que AWS fait mieux que nous, ou qu'est-ce que Azure fait mieux que nous. Parce que je pense que la concurrence maintenant, elle est dans le sens où chacun essaie d'avoir quelque chose d'unique, qu'ils font super bien. Mais derrière, entre nous, je pense qu'il n'y a pas de concurrence en fait. C'est la même communauté, on fait à peu près le même travail. Moi, assez souvent, je fais même des fois des sessions où je parle quasiment pas de Google Cloud, je parle de technologie open source. Moi, je viens du monde d'open source, donc l'open source pour moi, c'est un effet unifiant, quoi. Ça unifie les gens plus que les séparer. Ça, c'est clair. Et voilà, quand on voit les talks, voilà, moi, j'ai parlé de Kubernetes, j'ai parlé de l'Anguille, Olivier a parlé ce matin avec Johan, parlé avec Johan encore des trucs qui n'ont rien à voir avec voilà, les parties complètement corporate de leurs clouds respectifs, de nos clouds respectifs. C'est très sympa de voir cette ambiance-là. Et... Oui, oui. Mais aussi, je pense que quand on est dans l'espace open source et dans l'espace cloud native, Kubernetes, c'est Kubernetes. Que ça tourne sur AWS ou sur Azure ou sur Google Cloud, c'est la même chose, quoi. C'est la même API, c'est standardisé. Donc on s'en fout où on tourne notre Kubernetes. L'essentiel, c'est que on est là pour éduquer les développeurs à faire les choses et les faire correctement. La session que j'ai fait tout à l'heure sur les performances des applications Java, du serverless et du Kubernetes, j'ai montré, j'ai fait les démos dans Google Cloud, mais les leçons, les choses qu'on enseigne aux gens, ils sont applicables un peu partout, quoi. Et c'est quelque chose que j'adore comme façon de faire, carrément. Oui, moi aussi. Bon, écoute, en tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir là. Merci beaucoup. Et bon, je profite pour t'inviter à une séance massive plus normale en quelques semaines. On fera ça, une séance traditionnelle comme ce que tu as fait il y a un ou deux ans. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.